C'était il y a 5 mois, nous étions ici. Et en face de moi, il y avait une personne qui dénonçait le traitement dont ont été victimes ses enfants. 5 mois après, la justice est passée par là. Est-elle satisfaite? Nous en parlons dans le cadre de cette émission. Mais puisqu'elle est aussi politique, elle essaiera d'aborder les problématiques liées à l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ange Mouchobekwa. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, Élisée. On s'était dit qu'on allait revenir. Et Oui. 5 mois après, on est là. Mhm. On va essayer de parler de ce qui s'est passé avec vos enfants, du procès, comment ça se passait, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous avez l'impression comme si la justice a été, le droit a été dit, la justice a été rendue, mais également on abordera toutes ces questions liées à l'actualité, le référendum, la constitution, mais surtout votre position à vous, femmes politiques, déjà qu'il y en a pas beaucoup qui s'expriment par rapport à l'actualité, par rapport à votre formation politique, le FCC, mais surtout par rapport au patron du FCC, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Donc, on aborde toutes ces questions avec vous. Encore une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. On commence par le procès. Ça y est, vous êtes satisfaite. Il y a eu des condamnations. Est-ce que vous êtes satisfaite du verdict? Non, je ne suis pas satisfaite du verdict rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Pour moi, c'est une décision inique qui ne reflète pas la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cohérent qu'on ait condamné des policiers qui ont torturé mes enfants à 2 ans de servitude pénale et que M. Philémon Mambabwa, dont les policiers étaient commis à sa garde, et que le drame se soit déroulé chez lui, et que c'est lui qui m'a reçu pour récupérer mes enfants. Qu'on nous dise qu'il ne savait pas. Il savait très bien ce qui s'est déroulé et je réitère tout ce que j'avais dit ici il y a 5 mois dans l'émission qu'on avait faite en décembre 2025. Je réitère tout ce que j'avais dit. Je l'assume en majuscule et en gras. Et je vais l'assumer jusqu'au bout. Il y a quand même eu des condamnations. Est-ce que ceux qui nous suivent, en tout cas certains risquent de dire, est-ce que vous alliez être satisfait si finalement Mambabwa a été condamné? Est-ce que Marie-Ange Mouchobekwa n'en a pas fait une affaire personnelle? Et comment voulez-vous que quelqu'un qui touche à mes enfants, le fruit de mes entrailles, la chair de ma chair, que ça ne soit pas une affaire personnelle? Ça ne peut être qu'une affaire personnelle. Quelqu'un qui fait du mal à mes enfants, qui leur inflige des tortures. Vous aviez vu dans quel état étaient mes enfants. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire émotionnelle. C'est une affaire juridique. C'est une affaire de dignité et d'honneur. Je n'avais pas fini de répondre à votre question. Donc, je disais que j'assume tout ce que j'avais dit dans cette émission il y a 5 mois. C'est vrai. C'est vrai. J'ai juré sur la Bible, que j'ai toujours ici à côté de moi, sur la croix de Jésus, que c'est vrai. On a décidé d'acquitter Philémon Mambabwa. J'étais désagréablement surprise parce que je dois avouer que la Cour a bien mené l'instruction. J'avais communiqué là-dessus. Pour moi,
l'instruction a été menée avec équité et respect des parties. Mais le verdict pose problème. Il y a une main noire qui est venue s'imposer pour sauver Philémon Mambabwa. Cette main noire est beaucoup plus puissante que moi, simple maman, veuve. Je n'y peux rien. J'ai décidé de ne pas interjeter appel parce que ça ne sert à rien. Mais le plus important dans tout ça, même si, et c'est ce que l'un de mes fils m'a dit, après avoir été informé de la décision de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, il m'a dit, maman, ils ont acquitté M. Mambabwa, mais M. Mambabwa sait très bien que sa conscience ne l'a pas acquitté et que Dieu, le Père des orphelins, sans défense, ne l'a pas acquitté. Deuxième chose, mon fils m'a dit, maman, nous sommes très fiers de toi. Tu t'es battue jusqu'au bout pour notre honneur, pour notre dignité. Et nous sommes fiers de toi et reconnaissantes. Troisième chose, ils ont dit, nous aimons notre pays, mais nous avons honte de notre justice. Mais le pays reste le nôtre. Pour moi, j'ai gagné la guerre de la dignité de mes enfants, parce que la dignité ne se négocie pas. Il y a ceux qui négocient, mais moi, je ne négocie pas ma dignité. Ce procès a démontré que tous les mensonges cousus de fil blanc étaient relayés dans les réseaux sociaux par l'entourage de M. Philémon Mambabwa pour me discréditer en tant que femme, en tant que mère, maman. Parce qu'on peut être mère sans être maman. Je préfère dire maman. D'abord, en racontant que l'un de mes fils aurait tenté de violer. Je fixe l'opinion aujourd'hui. Et M. Mambabwa, je suis sûre qu'il me regarde. Il sait très bien que lui, ni son épouse, n'ont jamais déposé une quelconque plainte contre un seul de mes garçons pour viol ou attouchement. Jusqu'au bout, il n'y a pas eu de plainte. Nous étions en justice parce que mes enfants et moi, ainsi que la maman de Noah, qui est l'amie de mes enfants, Madame Tabaza, avons porté plainte contre Philémon Mambabwa. Il n'y a jamais eu une plainte contre un seul de mes garçons parce que Mambabwa sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu ni viol, ni attouchement. J'ai bien éduqué mes enfants dans l'honneur, dans la dignité. Je vous avais dit ici que ça fait plus de 10 ans que leur père est décédé. Je me suis occupée de l'éducation de mes enfants. Je me suis battue seule pour en faire des hommes qui sont devenus des hommes honnêtes, des hommes qui craignent Dieu, des hommes respectueux,
Ce qui frappe tous ceux qui viennent ici chez nous, c'est la politesse de mes enfants, le respect qu'ils vouent à toutes les personnes qu'ils rencontrent. J'ai éduqué mes enfants dans l'effort, l'amour du travail, pas dans la facilité. Et je suis fière. J'ai à dire, il y a correction. Mais j'ai des questions à poser aussi. Vous allez poser, excusez-moi. Je vais essayer quand même de vous parler. C'est pour ne pas... Ce propos liminaire, pour qu'on comprenne, oui, en quelques minutes. S'il vous plaît, je réponds. Je réponds, parce que je ne reviendrai plus là-dessus. Je ne parlerai plus de Mambabwa. Pourquoi on ne pose pas la question à Philémon Mambabwa, si lui et sa femme ont bien éduqué leur fille, et qui avait menti à son père pour faire venir mes garçons. Je ne reviendrai pas là-dessus. On ne l'attaque pas parce que c'est un homme. On estime que lui ne peut pas commettre d'erreur. Sa fille lui avait menti. C'est elle qui a montré ce stratagème avec ses copines pour faire venir mes enfants chez Mambabwa qui y ont accédé avec son autorisation et en passant par le portail. Donc, qu'il ne pense pas qu'en utilisant son entourage pour me nuire, il va changer ce que je suis. Moi, j'ai connu pire que ça. Oui, j'ai connu pire que ça. On a quand même des questions à vous poser parce que l'idée aussi, ce n'est pas de refaire le procès dans cette émission, d'autant plus que l'autre partie n'est pas là, mais c'est d'essayer en fait d'avoir votre réaction. Je n'ai pas envie de refaire le procès non plus. On ne refait pas, mais on se dit, mais est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu privilégié parce que vous faites partie de cette minorité-là actuellement en RDC qui, avec une certaine rapidité, a bénéficié quand même d'un procès qui, le verdict ne vous satisfait peut-être pas, mais on a obtenu de condamnation. Et là, vous venez de dire que vos enfants, votre honneur a été rétabli. Est-ce que, allez, on peut se dire, est-ce que Marie-Ange Mushobekwa ne peut pas se contenter que de ça? Qui n'est pas moindre d'ailleurs. C'est une victoire. Me contenter que de ça, malheureusement, moi, je suis perfectionniste. Je ne me contente pas que de ça. Je me contente justement d'avoir gagné la guerre de la dignité et de l'honneur. Je me contente d'avoir appris à Philémon Mambabwa et tout son entourage que ce pays ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer aux enfants, même si ce sont les enfants d'une opposante politique. Ce pays ne leur appartient pas. Et Mambabwa ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur. Vous avez besoin de le dire? Je le dis, il ne me fait pas peur. Je le dis pourquoi. Vous ne le savez pas. Il y a 6 semaines, j'avais été convoquée à la cour, au parquet près de la cour d'appel de la Gombe parce que Madame Mambabwa a porté plainte contre moi au moment où on attendait le verdict, disant que je l'ai diffamée dans les réseaux sociaux, sur Facebook, semble-t-il, et sur WhatsApp. Et puis, elle a présenté également le mot que j'avais prononcé le jour où j'avais organisé une conférence de presse au mois de février dernier. Moi, j'ai dit au procureur qui m'avait reçu, je lui ai dit, j'ai pas le numéro du téléphone de Madame Mambabwa. Elle n'a pas le mien. Comment elle peut vous dire que moi, je l'insulte sur WhatsApp? Déjà, Mambabwa lui-même, je ne l'ai jamais insulté. Pourquoi je vais insulter son épouse, qui n'était même pas là le jour où on a torturé mes enfants? Je continue à dire torturer, en majuscule et en gras. Elle n'était pas là. Je dis, je ne suis pas sur Facebook. J'ai quitté Facebook depuis 2016. Comment elle peut dire que moi, je l'ai insultée sur Facebook? Je ne suis pas sur Facebook. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si elle dit que j'ai diffamé son mari, disant dans mon point de presse qu'il a donné l'ordre qu'on puisse torturer mes enfants, j'ai dit au procureur que j'assumais parce que l'affaire était en cours d'instruction près de la cour militaire de Kinshasa-Gombe.
Tout ça, c'était dans le but de m'intimider, c'est-à-dire de me pousser à ne plus communiquer. Je ne communique que sur Twitter et je n'ai effacé aucun de mes tweets que je vais assumer jusqu'au bout. Je dis également à Madame Mambabwa que je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur. Ils peuvent utiliser qui ils veulent. Et elle se sent peut-être costaud. Il y a une main noire qui la protège, un gros parapluie. Elle se dit qu'elle va m'intimider. Non, moi, pour mon droit, je ne peux pas accepter de me faire intimider. Je ne plierai pas le genou devant elle. On a touché à mes enfants, la chair de ma chair. Je ne peux pas rester les bras croisés. Pour mes enfants, je suis prête à aller en prison. Je suis prête même à traverser le feu pour défendre mes enfants. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Élisée, c'est très important parce que on ne peut pas avoir fait tout ça aux enfants d'autrui et venir se moquer en disant qu'on va utiliser X, Y encore pour nous enfoncer davantage. Ce n'est pas correct. Un minimum de décence, un minimum de pudeur. Une femme comme moi, j'ai perdu mon père. 3 ans après, j'ai perdu mon mari, le père de mes enfants. Les enfants étaient trop jeunes. Le cadet que les policiers commis à la gare de Mambabwa ont torturé dans sa parcelle n'avait que 7 ans. Il peut imaginer que moi, je suis une blessée de guerre. Je sais me battre pour mes droits. Quoi qu'elle fasse, je n'aurai pas peur d'elle. En tout cas, la justice vous a donné gain de cause, peut-être pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez, mais il y a eu des condamnations. Est-ce qu'il y a eu d'autres réparations que la justice a essayé de vous octroyer? La justice a dit que on octroyait, je n'avais pas bien suivi, j'avais entendu 25 000 $. Je ne sais pas si c'est pour chaque enfant, si c'est pour tous les enfants, peu importe, mais je ne les prendrai pas. Pourquoi? J'ai dit... C'est votre droit. Vous venez de dire que vous vous battrez pour vos droits. C'est votre droit. Je refuse cette décision de la justice et conséquemment, je n'accepterai pas cet argent. C'est peu? Qu'il le garde, non, même si c'est 1 million. Qu'il le garde. Qu'il le garde parce qu'il faut être cohérent, non? Je vous dis que moi, cette décision, je la trouve inique. Je respecte la Cour, je respecte les magistrats qui ont instruit ce dossier, mais bon, je n'accepte pas la décision qu'ils ont prise dans son ensemble et la cohérence veut que je n'accepte pas non plus cet argent. Je ne prendrai pas cet argent, mes enfants ne prendront pas cet argent. Qu'est-ce que vous voulez prouver par ça, par cet acte? Non, c'est juste pour être cohérente. Pour être cohérente. C'est tout. C'est pas de l'orgueil. Justement, ils perçoivent même le fait de défendre mes enfants comme l'orgueil. Bon, maintenant, ça dépend de quel côté on se trouve. Pour moi, ça s'appelle dignité. Ça s'appelle avoir le sens de l'honneur. C'est de la dignité. On ne peut pas avoir torturé mes enfants comme ça et qu'on nous ponde ce genre de décision. Peu importe, ils se sentent forts aujourd'hui, invincibles. Ils bombent le torse. Mais ici, je vous avais dit, j'avais cette Bible. Je l'ai encore apportée. J'avais la même croix. Sur cette croix, sur la même Bible, mes enfants et moi, disons que Dieu demeure le Tout-Puissant, le seul et unique Tout-Puissant. Si la justice de ce monde n'a pas voulu donner gain de cause à mes enfants, il y a le dernier recours, c'est cette Bible. Je ne reviendrai plus dans une seule émission
pour parler de M. Mbambabois. Par contre, chaque dimanche, comme c'était un dimanche, que ces policiers avaient torturé mes enfants dans sa parcelle et il entendait comme mes enfants crier. Chaque dimanche, nous le mettrons en accusation devant Dieu. La Bible demande de pardonner. Hein. La Bible, quand vous tenez, et surtout que la justice est passée par là, la Bible Ça prône le pardon. Marie-Angèle, ça, on peut sentir la rancœur, la rancune. Est-ce que vous pouvez pas pardonner puisque la justice est passée? Ça, c'est vous. Je vous dis que chaque dimanche, nous le mettrons en accusation devant le trône de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le temps que ça prendra, 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu nous rendra justice. Et je vous appellerai, Élisée Odia, pour vous dire que Dieu, le protecteur des orphelins sans défense, nous a répondu. Je voudrais souligner autre chose par rapport à la sécurité. Vous savez, il y a des gens proches des épouses des policiers qui avaient été condamnés, qui m'avaient dit dès le début du procès, qui fréquentent les épouses, j'espère que ce sont des épouses, compagnes de vie des policiers, pour dire que les policiers seront condamnés à 2 ans et que Mbambabois sera acquitté. Vous saviez déjà ça? Non, on me racontait qu'il serait acquitté, que les policiers auraient 2 ans de prison et qu'on leur aurait fait la promesse de les sortir de la prison au bout de 6 mois et de les muter dans une autre province. C'est ce qu'on m'avait dit déjà. Mois de mars jusqu'au mois d'avril, je n'y avais pas cru. Maintenant, je ne peux plus négliger tout ce qu'on me dit. Quand j'ai entendu ce verdict, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait déjà dit. J'étais naïve de croire que les choses se passeraient différemment. Mais je voudrais souligner quelque chose. Une dame dans l'entourage de Philémon Mbambabois qui l'accompagnait souvent au procès a dit à 2 reprises, une des amies à ma grande sœur était là, elle ne savait pas que cette personne me connaissait, a dit Maria Jangoana akomona tokosili ye lolendo tokosuki saye. Je ne réponds pas à la dame, mais je réponds à l'entourage de Philémon Mbambabois. Comme je vous dis, eux, ils prennent la dignité comme de l'orgueil. Je suppose que l'olendo, c'est l'orgueil. Et le fait que j'ai porté plainte, c'est par orgueil. Donc nous sommes face à quelqu'un qui nous écrase, qui nous piétine et qui nous demande de dire pardon, d'avoir sali ses chaussures au moment où il nous a piétinés. Je reviens sur ça quand ils disent Torosi d'Israël Lolendo, parce que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, parce que si déjà on peut toucher aux enfants et ne pas avoir des remords, ni des regrets, où est-ce qu'ils sont capables d'aller? Je suis aux aguets. J'alerte parce que je sais que beaucoup de gens vont me suivre. Souvenez-vous qu'au mois de février, pendant que je raccompagnais mon fils Claudien aux études en Europe, on nous a filmés au salon d'honneur à l'aéroport. On a publié la vidéo, on a dit que nous avions fui parce que je voulais soustraire mon fils à la justice. On a publié même le manifeste de Air France, parce que nous avions pris Air France. On nous a filmés jusqu'au pied de l'avion. Dites-moi si vous, Élisée Odia, journaliste, vous pouvez filmer des gens à l'aéroport sans que vous ne soyez arrêté.
il n'y a que des agents de l'ANR qui pouvaient le faire. Ils l'ont fait, mais les faits ont été vite démentis parce qu'une fois que j'ai déposé Claudien à Venise, je suis revenue une semaine plus tard et lorsque l'instruction proprement dite a commencé, j'ai ramené l'enfant qui a participé à 3 audiences. Okay. Et puis il est reparti. Vous avez vu jusqu'où ils étaient prêts à aller. Au cours du procès, M. Mambaboa a lancé des pics disant que moi j'étais proche des journalistes du M23, des choses de ce genre. Je sais que c'est ce genre de dossier qu'il prépare contre moi. Il, au pluriel, je parle de son entourage, des dossiers qu'il prépare contre moi, simplement pourquoi? Parce que je suis de l'opposition. Et probablement parce que je suis de l'extrême Est, Bukavu, Sud Kivu. Il serait capable de faire des montages en disant que elle est proche du M23, elle fait ceci, cela. Marion, est-ce qu'on n'avait pas l'impression de faire une justice fiction, là? Vous êtes dans Ce des n'est pas une prétentions. fiction. J'ai des choses, j'ai mieux à faire que de parler de ce problème. Est-ce qu'avant ça, je n'étais pas occupée à autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour moi de gérer les émotions des enfants après ce qui s'est passé? Je ne fais pas une fiction. J'ai vu jusqu'où ils peuvent aller. Alors, je dis ceci, je profite de votre plateau pour dire, j'anticipe, si jamais il serait tenté de revenir sur ce genre de propos pour me nuire, parce que mes enfants, il ne les verra pas, je ne fais pas partie du M23. Je ne suis pas en contact avec le M23, ni de près, ni de loin. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire une fuite en avant? Quelle fuite en avant? Mais Le fait d'anticiper, c'est que vous appelez anticiper, peut être considéré comme une fuite en avant selon certaines interprétations aussi. Ben, ils ont toujours interprété des choses. Vous avez vu là où je vis, vous êtes chez moi, non? La concession où je vis ici, au moins une dizaine de villas occupées par les gens du pouvoir, hein, avec des policiers et des militaires. Si je faisais partie du M23, à tout moment, ils peuvent débarquer chez moi, perquisitionner, contrôler mon téléphone, mes ordinateurs. Vous parlez de fuite en avant? Non, c'est pas une fuite en avant. Avec l'expérience que j'ai eue les 5 derniers mois, je vois jusqu'où la méchanceté humaine pourrait aller. Parce que s'il a pu dire d'abord que mes enfants ont violé alors que ce n'est pas vrai, donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune plainte contre un seul de mes garçons lié au viol. On a filmé, mon fils et moi, en train de prendre Air France, disant qu'on fuyait le pays. Je suis revenue une semaine après, et puis mon fils est revenu au procès. Après, nous avons commencé le procès. J'ai oublié de vous dire que la première audience à la prison de Ndolo, on nous avait fouillé, la maman de Noah et moi, jusque dans les soutiens-gorge et dans les slips, pour nous humilier. C'est des accusations très graves. Est-ce que vous avez déposé plainte? J'avais tweeté, et je ne supprimerai pas mon tweet. Je sais identifier la dame qui l'avait fait. Je m'étais plaint auprès de sa hiérarchie et ça avait été corrigé. Okay. Mais c'était fait. Je l'assume en majuscule et en gras. C'était fait. On nous a fouillés jusqu'au fin fond. Moi, c'est quand il a voulu introduire sa main vraiment dans mon slip que je l'ai bloqué. Il dit, vous allez plus loin, je ne réponds plus de moi. Il dit, Boye, ah oui, Zanaka Boye, je dis non. Vous allez plus loin, je ne réponds plus de moi. Il a arrêté. On a tenté tout ça. Vous ne pouvez pas me dire que je fais une fiction. Des gens qui sont prêts
à faire tout ça et que l'autre qui a dit aussi s'habiller l'Olendo et que lui-même, M. Mambabois, a dit que je suis proche des journalistes du M23 et qu'après on dise aussi l'Issaïe l'Olendo, vous ne savez pas ce qui serait capable de monter. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Vous m'aviez interrompu. Je dis que moi, Marie-Ange, je ne fais pas partie du M23, ni de près, ni de loin. Oh. Et pour répondre à la question que vous aviez posée, je ne le dis pas parce que j'ai peur des représailles. Je ne le dis pas parce que j'ai peur du monsieur qui a sorti ses propos devant la cour. Je le dis parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Moi, Marie-Ange Mouchobekwa, jamais, je n'ai appartenu à un mouvement rebelle. Jamais, je n'appartiendrai à un mouvement rebelle, quoi qu'il arrive. Mon opposition, je la fais main nue et de manière républicaine, sans insulte, sans menace. Je critique, je fais des propositions. Et puis, au regard de ma foi, je suis catholique, pratiquante, fière de l'être. Je ne peux pas, moi, participer à un mouvement armé, proche ou contre le pouvoir. Je ne le ferai pas par rapport à ma foi, parce que je ne supporterai pas de voir des femmes et des enfants souffrir. Vous savez, vous regardez la guerre de loin. Moi, je suis de l'Est. Vous savez, ceux qui ont connu la guerre savent que la guerre n'est pas une bonne chose. Donc moi, je ne vais jamais entrer dans un mouvement rebelle parce que des armes ne sortent pas des cacahuètes. Hein. Les cartouches tuent, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire également que c'est pas l'héritage moral que j'aimerais laisser à mes enfants. Entrer, selon moi, selon mes convictions, dans un mouvement rebelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait jamais, la justice internationale existe. Je ne voudrais pas que dans 10, 20 ans, 30 ans, qu'on pose la question à mes enfants, vous êtes les enfants de Marie-Ange Mouchobekwa, qu'ils aient le front courbé? Non. Les enfants devraient être fiers de dire oui, nous sommes ces garçons. Nous sommes les enfants de Marie-Ange. Motema Pembe. Maboko Pembe. Merci. Maboko Pembe. Et voilà, je ne me reproche de rien. Je voulais vous laisser vraiment parler longuement sur cette partie, parce que là, on va entrer dans la deuxième partie de cette émission. On va essayer de faire parler Marie-Ange Mouchobekwa, opposante, proche, qui est au sein du FCC. Mais une dernière question par rapport à cette affaire. Pour vous, cette affaire n'appartient plus au passé. Parce que quand on vous suit pendant près de 30 minutes, 40 là maintenant, vous accuserez toujours le monsieur Mambabois chaque dimanche, vous êtes contre le verdict. Est-ce que cette affaire, pour vous, appartient au passé ou non? Devant la justice congolaise, il appartient au passé, ça c'est sûr. J'ai tourné la page, je ne vais pas interjeter appel. Je vous l'ai dit, devant la justice congolaise, j'ai tourné la page. Heureusement que mes enfants vont commencer les vacances bientôt. Les 3 prochains mois, je vais les consacrer à leur reconstruction psychologique. Je vais les accompagner en France pour voir un psychologue. Une bonne partie des vacances, ils seront suivis par un psychologue pour les aider à se reconstruire, parce qu'il y a l'un d'eux qui vit avec la hantise de la mort. Il y a l'autre qui crie parfois la nuit. Il a l'impression qu'on vient encore
le bastonner, on ne peut pas mesurer les conséquences psychologiques des enfants. Donc, je vais consacrer ces mois de vacances à la reconstruction de mes enfants et à ma reconstruction personnelle. J'ai beaucoup souffert de cette affaire, Émotionnellement, émotionnellement, comme le fait maman. qu'on ait pas peut-être que certains aient remis en cause votre façon d'éduquer vos Non, ce n'est enfants. pas ça. Ça ne change pas ce que je suis de manière intrinsèque. Eux-mêmes, l'entourage de Mambabwa est allé fouiller partout, chercher au ministère des Droits humains, partout où j'ai travaillé, s'ils pouvaient trouver des dossiers contre moi à présenter au public pour me ridiculiser. Ils n'ont rien trouvé. J'étais informée qu'ils ont même été chercher son entourage, je suis en train de dire, chercher la famille de Dorcas Makaya, la petite que les policiers avait défiguré en 2018. Et Dieu merci, c'est moi la main que Dieu avait utilisée sur cette terre pour la sauver. Ils ont tout cherché. Le problème, c'est pas ça. C'est pas le regard des gens qui va changer la maman que je suis, la femme que je suis, qui vont changer mes principes, mes valeurs. C'est pas ce qui compte. Et quand mes garçons me regardent chaque matin, qu'ils soient là ou pas, et qu'ils me répètent combien ils sont fiers de moi, c'est ce qui compte le plus. Que mes 3 enfants soient fiers de moi et que ma mère n'ait pas honte de dire qu'elle est ma mère. C'est le plus important, c'est pas ça. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est de voir mes enfants souffrir et qu'on ait pu toucher, violenter mes enfants comme ça. Le cadet, mon bébé, même si il fait 1m76, aujourd'hui, moi, 1m65, mais ça reste mon bébé. Et vous avez vu comme il était gonflé de partout. Et ça a touché mon âme. Mon cœur de mère saignait. Je dois me reconstruire aussi. Mais n'empêche que Dieu nous appartient tous. Et ce Dieu-là connaît la vérité. Il sait tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que lui nous rendra justice. Je n'ai pas dit que je demanderai une messe chaque dimanche. C'est chaque dimanche, je rappellerai juste à Dieu que c'était un dimanche, 22 décembre, qu'on a torturé mes enfants. Le coup a été préparé dès le début. Je réalise après coup que le procès de Rebo Chulo est médiatisé, télévisé. Le procès du médecin gynécologue avec une dame, télévisé. Le procès de Mutamba, télévisé. Le procès des généraux, télévisé. Et avec le procès Mambaba qu'on a refusé de téléviser. J'ai compris après pourquoi. Il ne fallait pas que le public sache tout ce qui s'était dit, tout ce qui y était dit, en prévision du verdict. Je respecte la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Je l'ai dit et redit que l'instruction a été équitable. Et la célérité aussi? Oui, la célérité aussi, dans le respect de toutes les parties. Mais il y a une main noire qui est venue intervenir à la fin. Pourtant, vous savez, Élisée, dès le début de cette affaire, 99% des gens autour de moi me disaient « Arrête, va saisir la justice internationale parce qu'ici, tu n'auras rien. » Mais moi-même, j'ai une âme souverainiste. Je n'ai pas voulu parce
parmi les personnes que je poursuivais, il y avait un Belge. Donc, on m'a dit, tourne-toi vers la Belgique. Mais mon âme étant souverainiste, j'ai dit, c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais aller saisir la justice, une justice étrangère pour des faits qui se sont déroulés dans mon pays. Et de deux, en tant qu'ancienne ministre des Droits humains, lorsque je parcourais le monde pour parler de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, je disais à tous nos partenaires que notre police, c'est vrai qu'il y a des hommes incontrôlables, mais que ça ne veut pas dire que tous les policiers sont des voyous. J'ai dit qu'il y a des militaires qui violent des consignes, et ça ne veut pas dire que tous les militaires sont des voyous. Je soulignais également que notre justice avait des dysfonctionnements avant que les autorités elles-mêmes actuelles viennent nous dire que la justice est malade. Chacun utilise ces mots, mais il existe des magistrats intègres. Si vous avez lu mon tweet du 4 juin, j'ai dit que je continue à croire qu'il y a des magistrats intègres en République démocratique du Congo qui travaillent en âme et conscience et qui disent le droit. Mais si on veut une justice indépendante, les acteurs politiques devraient laisser la justice fonctionner de manière indépendante. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir dire que la justice est malade, on souhaite tous qu'elle devienne indépendante. Entre-temps, pour certains dossiers, il y a des interventions. Des pesanteurs politiques. Des pesanteurs, il y a des pesanteurs politiques en faveur de certaines personnes. C'est vraiment dommage, mais je ne regrette rien. Je transmets mon âme souverainiste à mes enfants, qu'ils continuent à aimer notre pays et j'espère qu'il deviendra plus beau qu'avant. Après la justice terrestre, Marie-Ange Mouchobekwa s'en remet à la justice, on va dire, divine ou céleste. Et ainsi, on va essayer de clore cette partie. Je vous ai vraiment laissé parler parce que c'était important de vous écouter. Et qui sait, vous pouvez être une source d'inspiration pour qui sait. Non, je suis persuadée que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de femmes qui traversent, qui pourront aussi traverser des moments pareils. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ces femmes qui peuvent voir leurs enfants être tabassés, qui élèvent peut-être seuls leurs enfants et qui peuvent être confrontées à ces genres de situations. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Bon, je n'ai pas de conseil à donner, tout dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui auraient laissé passer, beaucoup de gens me disaient, est-ce que tu vas y arriver avec quelqu'un de l'ANER? Est-ce que tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Et je continue à dire que Philémon Mambabwa ne me fait pas peur. La plainte de sa femme ne me fait pas peur. En tout cas, en ce qui concerne le dossier de mes enfants, je suis prête à aller en prison. Il n'y a pas de problème. J'irai la tête haute et je sortirai un jour la tête haute pour mes enfants, fruits de mes entrailles. Alors, dire à d'autres mamans, c'est juste de ne pas accepter un haut cadre de l'État payé par l'argent du contribuable est censé connaître la loi, les lois de la République et les faire respecter. Lorsqu'il y a un haut cadre ou n'importe quel citoyen qui occupe des hautes fonctions pense
qu'il est au-dessus des autres, qu'il peut les écraser. Il y a ceux qui acceptent. Moi, de par mon tempérament, je n'accepte pas. C'est impossible. Et vous l'avez fait savoir. Il y a eu un procès, la justice est passée. C'était très important puisque nous étions là au début quand même pour parler de cette affaire, vous donner la parole. On voulait bien aussi vous donner la parole pour essayer de parler du dénouement de cette affaire. Et tout à l'heure, vous faisiez déjà allusion à cette Marie-Ange Mushobekwa, opposante, que certains commencent à dire qu'il serait proche de M23. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit votre famille politique, même pas votre famille politique, le chef de votre famille politique qui aujourd'hui est accusé d'être de mèche avec le Congo, il est condamné à mort ici en République démocratique du Congo, il est sanctionné par les Américains. On n'a pas vu Marie-Ange Mushobekwa désavouer Kabila. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à ça que certains essayent de vous coller au M23? Pour les 2 dernières questions, je ne répondais peut-être pas comme vous le souhaitez. Je veux dire, oui, je suis au cadre du bureau politique du FCC. Je fais partie de l'équipe dirigeante. L'ancien ministre Raymond Tshibanda est le représentant du président Kabila au bureau politique du FCC. Après, il y a l'ancien ministre Félix Kabange et moi. Les deux étant en exil. Donc, j'assure plus ou moins la direction du FCC, dont je suis membre fondateur également, je le souligne. Vous m'avez posé cette question que je vous réponde à titre personnel, parce que le FCC ne m'a pas mandaté pour parler de ces questions-là. Aujourd'hui, 12 juin 2026, dans votre émission, à la base, je suis venue pour parler de la suite du procès de mes garçons. Je suis toujours membre du FCC. Je ne regrette pas. J'assume mon choix. Personne ne m'a contrainte. À adhérer au FCC. Je suis membre fondateur, je l'ai dit. Et personne ne me contraint à y rester. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas le genre de personne qu'on manipule. Je suis née comme ça. Alors, vous parlez du président Kabila. Il faut l'appeler ainsi, c'est un ancien président de la République. J'avoue que je n'ai pas échangé avec lui sur ces questions depuis sa condamnation à mort et tout ce qui s'en est suivi. Lorsqu'on voulait lever ses immunités au Sénat, j'avais échangé avec lui sur les accusations qui étaient portées contre lui par nos autorités. Il m'avait dit ceci, je répète textuellement, il m'a dit, toi tu sais que moi je suis un patriote, que je suis un nationaliste et souverainiste. Moi, Kabila, je ne peux pas vendre mon pays, tu le sais très bien. Il dit, toi tu es né, grandi et vécu en République démocratique du Congo. Tu as beaucoup de souvenirs. Dis-moi, je suis né en République démocratique du Congo, mais dans le maquis. Après, j'ai dû vivre à l'étranger parce que mon père, parlant de son père, vivait en clandestinité dans des pays frontaliers à l'est de la République démocratique du Congo. Bref, il est revenu, il est
revenu en République démocratique du Congo à la faveur de la révolution de 1997, lorsque son père a pris le pouvoir. Donc, il a dirigé le pays pendant 18 ans. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais il se disait qu'après le pouvoir, il allait passer sa vie en République démocratique du Congo, à s'occuper de sa famille, pour qui il n'avait pas eu beaucoup de temps. Il n'avait pas consacré beaucoup de temps pendant les 18 années qu'il a passées au pouvoir, qu'il allait s'occuper de ses fermes et d'autres choses, ses passions. Mais la situation étant telle qu'elle était, il avait des éléments qui l'ont convaincu à s'exiler. Il est parti pour être en liberté. Alors, Pourquoi il est revenu? Au moment où il s'est retrouvé donc à Goma, puisque la levée des immunités est intervenue après, selon lui, ce qu'il m'avait dit à l'époque, il a dit, vous savez que moi, je ne vais jamais accepter la partition de la République démocratique du Congo. Bon, vous êtes assise en face de moi. Si on écrit 6, j'écris 6 là, moi je verrai 6 et vous verrez 9. Selon lui, le président Joseph Kabila, il est allé à Goma pour passer un message à ceux qui voulaient la partition, la balkanisation de la République démocratique du Congo, leur montrer que le Kivu fait partie toujours et fera toujours partie de la République démocratique du Congo. Et il pensait qu'avec son expérience, son aura, son influence, il arriverait à convaincre les uns et les autres de faire cesser les armes, parce que les armes ont démontré leurs limites. Malheureusement, sa démarche a été perçue autrement par les autorités de notre pays. Je n'en ai pas parlé avec les autorités, je n'en avais pas reçu mandat. La suite, je ne commenterai pas, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Les faits sont là, mais moi, c'est la réponse qu'il m'avait donnée. Et en lisant son interview, ses interviews sorties, rendues publiques ces derniers mois, il a toujours nié de ne pas appartenir au M23 ni à un quelconque mouvement rebelle. Il dit que ce n'est pas vrai. Dans ses interviews, il a dit que ce n'est pas vrai et il continue à dire que ce n'est pas et vrai. vous le croyez? Au regard de ce qu'il m'avait dit, je le crois. Maintenant, est-ce que les autorités ont des éléments que je n'ai pas? Je n'ai pas posé de questions, mais de toute évidence, le FCC demeure une plateforme politique républicaine qui mène son combat, mène sans armes, sans violence. Je vous le dis sans avoir peur d'être contredite par qui que ce soit.
Parce qu'au moment où nous avons créé le FCC, nous n'avons jamais dit que le FCC serait un mouvement insurrectionnel. Et rassurez-vous que si un jour, j'espère que ce jour-là ne va jamais arriver, la majorité du bureau politique décidait que le FCC va devenir un mouvement armé, gardez bien cette vidéo. Moi, Marie-Ange Mouchoubekwa, je partirai. Je claquerai la porte parce que moi, comme je vous ai dit au début, de par mes valeurs et mes principes, j'ai beaucoup de choses à reprocher à ce régime qui m'a beaucoup maltraité aussi. Mais je ne vais jamais prendre les armes. Et d'ailleurs, je vous avais dit ici, même après qu'on ait torturé mes enfants, que je n'irai jamais en exil. Sauf si on vient me chercher avec un bulldozer, parce que je ne me reproche de rien. Et qu'à tout moment, ils peuvent débarquer, ils prennent mes téléphones, j'en ai 2, ils vont fouiller mes ordinateurs et toute la maison. Il n'y a rien que je cache ici. Donc, pour répondre à votre question, le FCC est une plateforme comme toutes les autres. Plateforme comme toutes les autres, j'en profite parce que vous avez été vous avez eu à travailler avec Kabila et pendant 9 mois peut-être avec le président Tshisekedi. Mais quand vous entendez ceux avec qui vous étiez dans un même gouvernement sous la présidence de Kabila dire oui, mais il jouait double jeu, il a pas fait ce qu'il fallait face au Rwanda, ou voilà, parfois il nous obligeait, nous on subissait. Vous qui étiez avec lui, vous qui avez travaillé avec lui pendant presque 2 ans, qu'est-ce que cela vous inspire? Plus que ça. J'ai passé près de 3 ans au gouvernement avec le président Kabila. Les 9 derniers mois au gouvernement, c'était avec le président Tshisekedi. Donc, j'ai travaillé avec tous les deux. Alors, bon, il y a ceux que je suis à la télé qui ont été avec le président Kabila depuis le début de son règne, en 2001. Moi, je suis arrivée en 2016. Je tiens à le souligner. C'est pas pour m'excuser de quoi que ce soit, mais je le souligne. Ça fait partie de l'histoire. Ils ont passé beaucoup de temps avec lui. Tout ce qui a été fait, ils sont comptables. Même s'ils essaient de se décharger de cette responsabilité. J'ai suivi certains qui disaient, il y a un dont je ne citerai pas le nom, le président Kabila l'obligeait à faire je ne sais quoi et qu'il leur disait, il les menait en bateau et tout. Bon, moi qui étais d'abord parmi les plus jeunes du gouvernement à l'époque, et la plus jeune de toutes les femmes qui étaient au gouvernement, et j'occupais un ministère très très sensible, celui des droits humains, au regard du contexte de l'époque. Donc, je gérais des dossiers extrêmement sensibles en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, parce que le ministère des droits humains est transversal, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, pour ne citer que cela. Je participais donc à des réunions très importantes et sensibles. Jamais, moi, Marie-Ange, je n'ai entendu le président Joseph Kabila m'obliger à faire quelque chose dont je n'étais pas convaincue comme ministre. Jamais. Je vais donner des exemples. J'aurais aimé citer les noms, mais je ne citerai pas.
Ben, c'est mieux, on n'est pas là pour Non, sauter les je noms. ne citerai Non, on ne pas, cite pas. par éthique, je ne le ferai pas, et par respect aussi pour les autres, je ne le ferai pas. Je suis entrée au gouvernement à la fin de l'année 2016. D'ailleurs, c'était le jour de mon anniversaire, 19 décembre, au moment où il y avait le carnage dans le Kasaï, avec l'affaire Kamina Nsapu. Donc, c'est moi qui ai dirigé la commission d'enquête sur l'affaire Kamina Nsapu. Ensuite, s'en est suivi les massacres dans le Kasaï oriental. J'ai oublié le nom du village. Ensuite, il y a eu le meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Après, il y a eu des manifestations réprimées par la police. Bref, j'ai dirigé 3 commissions d'enquête avec, bien sûr, l'aval du président de la République, qui présidait les conseils des ministres, du Premier ministre, qui était mon chef hiérarchique. J'ai dirigé ces commissions de manière indépendante avec les défenseurs des droits de l'homme, que je peux citer. Georges Kapiamba, heureusement qu'il est vivant, Henri Wembula, la Fondation Bill Clinton pour la paix, et d'autres. J'avais associé la MONUSCO, j'avais associé l'Union africaine. Nous avons mené ces enquêtes librement. L'affaire Kamina Nsapu, l'affaire Zaïda Catalan, c'est moi qui présidais ces commissions. La répression de 2017, la répression de 2018, j'ai présenté le rapport au Premier ministre, au Président de la République, et mes collègues dont je vous parle, des différents portefeuilles, étaient au courant. Jamais, parce que dans ces rapports, il y a des noms des survivants, des victimes d'abord décédées, des victimes qui ont survécu, les noms et les adresses des témoins. Je souligne, c'est un détail important, jamais le président Kabila ne m'a dit à moi, Marie-Ange Mouchoubé, comme ministre des Droits humains, réduis le nombre de victimes, change d'adresse, change de nom, tu vas truquer les résultats des enquêtes. Jamais il ne l'a fait. Lorsque j'ai présenté le rapport, j'ai expliqué ce que j'ai pu constater. Il m'a dit, vous m'envoyez un courrier avec ce rapport, et il a demandé à son directeur de cabinet, le professeur Némi Mouilagna, de demander au ministre de la Justice de donner des instructions au procureur général de la République à l'époque et au procureur militaire, à l'auditeur militaire des FARDC, d'engager des poursuites contre les auteurs de ces crimes. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, début 2019, j'étais toujours ministre des Droits humains. Et c'est moi qui ai encore dirigé les enquêtes de Yumbi, sous le leadership du président Tshisekedi. Et le premier ministre Tshibala a assuré l'intérim, moi aussi. J'avais remis le rapport aussi au président Tshisekedi, qui ne m'a jamais non plus demandé de retirer un nom ou de retirer une adresse, de favoriser X ou Y. Alors, dans ces dossiers aussi sensibles, pourquoi à moi on n'a pas demandé de retirer les noms des gens?
et on a demandé à eux. Parmi ces gens, ces honorables, il faut les appeler ainsi, parmi ces anciens collaborateurs du président Kabila qui sont passés à l'Union sacrée, je me rappelle que j'avais eu une prise de tête avec l'un d'eux le jour où il y a eu répression des manifestations. Déjà, j'en avais eu avec deux. Le président m'avait demandé, avant d'aller à Genève, de prendre l'engagement que le gouvernement allait veiller à ce que la police n'utilise plus les armes létales pour encadrer les manifestations des civils. Mais au cours de ces manifestations, on a utilisé les armes à feu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, dont des femmes et des enfants. Et donc, j'étais en colère parce que je venais de prendre l'engagement auprès de l'ONU. J'étais ridicule. Et pour l'autre collègue, lui avait déjà dit aux médias qu'il n'y a pas eu de blessés et de morts. Alors que moi, je ne vous l'apprends pas, le public le sait. Je suis ancienne journaliste, j'ai exercé pendant plus de 16 ans, 16 ou 17 ans comme journaliste avant d'entrer au gouvernement. Et donc, j'ai gardé le contact avec la presse et les organisations de défense des droits de l'homme. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de blessés et de morts parce que des journalistes me disent qu'il y a tel endroit, il y a des blessés et des morts. Le bras de fer s'engage. Le défunt colonel Mwanamputu, qui était porte-parole de la police, je le vois à la RTNC dire qu'il n'y a pas eu de morts ni de blessés. J'ai accordé une interview sur RFI pour reconnaître les morts et les blessés et qu'il fallait que les policiers qui ont commis ces actes soient sanctionnés parce que le gouvernement avait pris ses engagements auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, face à cette situation, le président de la République de l'époque, le président Joseph Kabila, nous a tous convoqués, y compris l'ANR ainsi que d'autres services. J'étais la seule femme, la plus jeune du groupe. J'étais entourée que des hommes, et des hommes de loin plus âgés que moi. Et face aux contradictions qu'on avait, c'est en ce moment-là que j'avais demandé au président de la République, parmi les principes édictés par l'ONU, on demande aux États partis dans ce genre de situation de mener des enquêtes, d'identifier des victimes, de les soigner, de les indemniser. Étant donné que parmi des personnes qui étaient dans la réunion, il y avait des ministres précédents qui voulaient prendre le leadership de cette commission, moi je lui ai dit, c'est parmi les prérogatives du ministère des Droits humains. Et le président a tranché. Il a dit, la ministre des Droits humains, Mme Mouchoubekwa, va mener ces enquêtes. Et vous me rendrez compte dans 2 semaines. On a mis la commission d'enquête sur pied. Ce n'était pas facile, parce que travailler avec les hommes qui ont des égos surdimensionnés, certains, l'âge qui approche l'âge de ma mère, et c'était compliqué, mais bon, j'ai mené ces enquêtes en toute indépendance. C'est pas Georges Kapiamba qui va me contredire, ni la MONUSCO, ni l'Union africaine. On a mené ces enquêtes et lorsque les résultats sont arrivés, les résultats ont été rendus publics par moi au cours d'une conférence de presse. Et lors de la remise et reprise, lorsque j'ai quitté le gouvernement, j'avais laissé le rapport à mon successeur. Et même le rapport de Yombi,
que j'avais mené sous le leadership du président Tshisekedi, j'avais laissé à mon successeur. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, moi, le président Kabila ne m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit. Et pourquoi il dit ça, selon vous? Je ne sais pas, peut-être par souci de se faire bien voir. Ils se disent peut-être que le président Félix Tshisekedi va les apprécier davantage. Je ne sais pas si lui-même, le président Tshisekedi, pourrait croire qu'on a pu faire des choses pas bien aux hommes de cet âge ou leur personnalité. Aujourd'hui, le président Kabila n'a plus de pouvoir, il n'a pas de signature, il ne va pas me faire nommer quelque part, mais je dois être honnête. Et même si un jour les circonstances de la vie pourraient nous amener à nous séparer politiquement, pour X ou Y raison, ou parce qu'on ne s'entend pas sur certains sujets importants pour moi, vous ne m'entendrez jamais dire qu'il m'a fait faire des choses. Il ne l'a jamais fait, le témoignage que moi j'ai, ou qu'il m'a envoyé faire du mal aux gens. Il ne l'a jamais fait, et même s'il l'avait fait, je ne l'aurais jamais fait. Si les autres ont le souci de se faire bien voir, que chacun assume juste ses actes. Nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits, nous commettons des erreurs. Ce qui n'a pas été bien fait ne l'a pas été. Ce qui a été bien fait a été bien fait. Je vous ai dit, on a fait des bonnes choses. Lorsque j'étais au ministre des Droits humains, on a mené des enquêtes jusqu'au bout. Mais ce que j'ai regretté, des choses pas bien faites, je le dis aussi bien, la justice n'a pas suivi. Ces accusations, j'entends des gens parler, le président Kabila en complicité avec le Rwanda, il les a obligés à faire des choses. Bon, moi, je vous répète qu'il ne m'a pas obligé à faire quoi que ce soit. Le temps que j'ai passé au gouvernement avec le président Tshisekedi comme ministre des Droits humains et ministre de la Communication, lui non plus ne m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit. Chaque ministre est responsable de son département devant le Parlement. Et juridiquement, même lorsqu'on quitte le pouvoir, et c'est ce que je tenais à souligner, c'est que chacun portera sa responsabilité pénale. Sa responsabilité pénale, on doit vraiment terminer cette émission et il fallait qu'on vous écoute, il fallait qu'on vous entende. En tant que mère, pour la première partie, maman, avec tout ce qui s'est passé autour de ce procès, en tant qu'opposante, en tant qu'ancien ministre, ancien membre du gouvernement qui a eu à travailler avec les deux présidents, en tout cas le président Kabila et le président Tshisekedi. On termine rapidement cette émission parce que vous avez fait référence à allusion à la Constitution. Rapidement, en quelques minutes, on parle de cette Constitution, du référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, le FCC est légitime pour demander qu'on ne change pas la Constitution? L'article 220 est un article intangible. Les autres articles qui ne sont pas verrouillés peuvent être révisés. La double nationalité. Comme à l'époque du président Kabila, on est passé de 2 tours à 1 tour. J'étais contre. Je suis toujours contre. C'était une erreur. Il fallait laisser les 2 tours. Je souligne que je parle à titre personnel. Une autre fois, je reviendrai parler au nom du FCC. Okay. L'article 220 limite. Et d'abord, l'article 220 est intangible. On ne peut pas le déverrouiller. Il est clair que la Constitution dispose que chaque président a droit à un mandat renouvelable une fois. Le mandat du président Félix Tshisekedi s'achève en 2028. Nous supposons
je suppose qu'en 2028, il y aura des élections et qu'il y aura passation de pouvoir pacifique entre lui et son successeur. S'il est président de la République, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu alternance. Il deviendra également sénateur à vie et on pourra le consulter en cas de crise institutionnelle, en cas de problème. Changer la Constitution est une faute lourde. Il ne devrait pas le faire. Et surtout amener ce débat en cette période où le pays est divisé, où le Kivu, une bonne partie du nord et du sud Kivu est occupée par des groupes armés, en tête l'AFC et le M23. Je pense que la priorité devrait être de réunifier le pays, de penser les blessures et de préparer les prochaines élections. Vous ne m'avez pas posé la question, mais souvent on nous pose la question sur le fait qu'on ne condamne pas le Rwanda. Le Rwanda. Qui est l'agresseur, parce que là, vous avez parlé des groupes armés en tête. Non, c'est une agression rwandaise. Ça ne change pas. Ces groupes sont là. C'est un fait incontestable parce que le gouvernement congolais, notre gouvernement, négocie avec l'AFC M23 à Doha, et maintenant à Montreux, en Suisse. Je répète ce que j'avais déjà répondu devant certains diplomates. Le Rwanda, en tout cas, je ne me gêne pas, et je le regarde dans les yeux d'ailleurs. Le Rwanda doit quitter la République démocratique du Congo, indiscutablement. Notre souveraineté n'est pas à négocier, comme la dignité, je vous ai dit. N'est pas à négocier. On doit se respecter, hein? On doit coexister parce qu'on ne va pas déplacer nos voisins. On doit coexister dans le respect mutuel. Non seulement le Rwanda doit quitter notre territoire, le territoire congolais, mais également le Burundi doit quitter notre territoire parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les hauts plateaux chez moi au sud Kivu. Vous mettez le Rwanda et le Burundi sur un même pied. Je n'ai pas fini. Et l'Ouganda aussi doit quitter la RDC parce que on ne le dit pas. On ne le dit pas. Le M23 est venu de l'Ouganda. Et les cadres du M23, lorsqu'ils veulent voyager, ils vont prendre leur avion en Ouganda. Ils vont se faire soigner en Ouganda. Pour moi, le Rwanda et l'Ouganda sont au même pied d'égalité. Pays agresseurs doivent quitter le territoire congolais ainsi que tous les mercenaires et nous laisser gérer nos problèmes seuls entre Congolais à travers un dialogue inclusif sous l'égide de l'Union africaine et en tenant compte du pacte social proposé par l'Église catholique et l'Église protestante. On va y revenir dans une prochaine émission. Quand vous voudrez. On en parlera en long et en large, maintenant cette fois-ci dans votre casquette de FCC, parce qu'on essaiera d'entrer plus en profondeur sur cette question brûlante de l'heure. Hein. La Constitution changera pas, faut-il changer, faut pas changer. On reviendra sur ça dans une prochaine émission. Aujourd'hui, on voulait vous écouter et peut-être avoir quelques bribes d'informations autour de cette actualité. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Merci, Élisée. De nous parler. Merci surtout. Hein. J'aimerais te dire merci à mon nom propre, au nom de mes enfants, parce qu'au moment où nous avons été secoués par ce drame, beaucoup de journalistes, si pas tous, avaient peur de me prendre sur leur plateau,
parce qu'ils avaient peur de la nerf, parce qu'ils avaient peur des représailles, mais vous avez eu le courage de venir ici chez moi, m'interviewer pendant 90 minutes et de diffuser cette émission. Donc, la gratitude de mes enfants et moi. Vous êtes une femme brave, une femme de caractère, et j'apprécie beaucoup votre travail. Et très peu de journalistes gardent leur neutralité aujourd'hui. Vous restez neutre sur le plateau et j'espère que vous allez inspirer beaucoup de gens. Ceux qui avaient peur de me prendre sur leur plateau, il y a 2 chez qui je n'irai jamais, je ne citerai pas le nom, mais je suis maintenant libre. Nalongo Lipidi. Je peux parler. Merci. On remercie l'équipe. C'est une grande équipe. Merci à vous, quand même, de la disponibilité, de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Je crois que c'est peut-être la 2e fois, la 3e fois, mais ça sera pas la dernière fois. Donc, on est là, comme vous avez dit, un peu pour tout le monde. Nous essayons de donner la parole à tous, en tout cas. Merci. Ça y est, je rougis, là. Mais, non, c'est vrai. En tout cas, merci à vous. Merci au nom de l'équipe également. Nous vous remercions de nous faire confiance. On remercie des téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur B1, mais surtout également sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Allez vous abonner également massivement. On se dit au revoir. À Merci. très bientôt. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous.